Bonsoir, voici donc la première des 3 émissions qu'IDF1 va consacrer aux élections régionales qui, vous le savez, auront lieu en cette fin de semaine. Il faut bien dire que jusqu'à aujourd'hui, une autre actualité sinistre nous a obligés tous à penser à autre chose qu'au sort de nos régions. Et pourtant, c'est bien dans ce cadre qu'il faudra parler de sécurité et puis de tout ce qui fait de notre vie quotidienne, la jeunesse, les transports, l'éducation, bref, la réalité économique. En général, la vie doit reprendre, notamment dans notre région particulièrement éprouvée il y a une quinzaine de jours et particulièrement sensible aujourd'hui encore. Alors, juste un mot pour vous dire que ces 3 débats doivent être strictement équilibrés dans le temps entre les 12 listes présentes dans la compétition électorale et entre vous 4. Alors, je vais peut-être couper l'un ou l'autre d'entre vous au cours de cette émission, mais ce sera pour la bonne cause, celle du CSA. Donc, premier débat ce soir, et autour de la table, Jean-Claude Delarue, du mouvement Debout la France avec Nicolas Dupont-Aignan. On vous connaît pour être surtout le fondateur et le président de diverses associations comme SOS Environnement ou SOS Usagers. François Asselineau, UPR, vous êtes un homme politique, vous étiez auparavant membre du Rassemblement pour la France, RPF, avant de créer votre propre parti politique, l'Union républicaine populaire. Pierre Cerne, ELV, Les Verts, vous êtes le 2e vice-président de la région Île-de-France, chargé des transports et des mobilités, et vice-président du syndicat des transports de la région. Enfin, Yann Verling, vous appartenez au mouvement démocrate, vous avez été chez Les Verts, vous avez fait un passage chez Les Verts, mais depuis 2008, vous êtes au mouvement démocrate, dont vous êtes le porte-parole. Alors, messieurs, le deuil qui a frappé la France a frappé effectivement la campagne, a placé la campagne électorale au second plan. Certains d'entre vous ont même jugé bon de l'interrompre. Vous la reprenez cette semaine. Est-ce que cet arrêt vous a paru nécessaire pour rendre hommage aux victimes? Vous qui vous êtes arrêté. Écoutez, je pense que c'était de toute façon impossible de continuer, même à titre individuel. Je pense que personne n'a pas été saisi d'une forme de sidération, de douleur. Et très sincèrement, personnellement, moi j'ai eu besoin aussi de me recentrer sur un certain nombre de choses très simples et bêtes, j'allais dire, la famille, les amis. Ça paraissait tellement décalé d'aller battre les estrades et les marchés dans ce moment-là que l'interruption allait de soi, et je pense que d'ailleurs personne n'a vraiment fait autrement. Je crois que ce n'est pas votre avis, monsieur Asselineau. Oui, nous avons en revanche poursuivi la campagne, puisque de 2 choses l'une. Soit la situation est tellement dramatique et le deuil est tellement profond qu'à ce moment-là on suspend les élections, on les reporte par une loi, on les reporte de 3 à 6 mois. Et par ailleurs, on suspend et on interdit toutes les réjouissances, on ferme les musées, les théâtres et les cinémas. Beaucoup ont été fermés. Voilà. Soit on poursuit la campagne. Or, ce qui s'est passé en réalité, c'est que le gouvernement, notamment M. Bartolone, en sa qualité de président de l'Assemblée nationale, est passé sur toutes les chaînes de télévision, en dehors du quota du CSA d'ailleurs, que M. Le Drian, qui est candidat dans la région Bretagne, a fait le même, et que, d'une certaine façon, ils poursuivaient leur campagne. C'est l'habitude. Oui, mais c'est assez facile d'avoir des arrêtés préfectoraux qui nous ont été opposés pour fermer les réunions, alors qu'au même moment, vous aviez les Républicains, le Parti socialiste et le Front national, que j'appelle le parti de la guerre, qui passait sur toutes les télévisions. Monsieur Delarue, vous êtes d'accord avec ça? Non, en réalité, nous nous sommes abstenus effectivement de faire campagne pendant plusieurs jours. Je crois que c'était vraiment nécessaire. Je ne voudrais surtout pas polémiquer sur ce point-là, qu'il ne mérite pas, qu'il ne faut surtout pas polémiquer. Bon, vous avez un mot à dire là-dessus ou... Tout simplement dire que les militants dans les partis politiques et dans les listes sont comme tous les Français. Il n'y a pas de différence et on a tous été très 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 affectés par ce qui s'est passé. Donc à ce titre-là, évidemment qu'on avait tous besoin de conserver et d'être dans le deuil national dans lequel tout le monde était. Alors, on reste un peu sur ce climat avant, encore une fois, de parler des problèmes propres à l'Île-de-France. Est-ce que vous approuvez la décision de François Hollande de prolonger de 3 mois l'état d'urgence? Est-ce que vous parlez de dérive sécuritaire du président de la République, comme certains l'ont fait, ou est-ce que vous la comprenez? Moi,
je la comprends évidemment totalement. Si vous voulez, il y a une situation exceptionnelle dans laquelle on est aujourd'hui et dans laquelle notre pays se trouve. On a besoin de faire une lutte sans merci et sans concession contre un danger qui est intérieur, et bien évidemment qu'il faut se donner tous les moyens d'assurer la sécurité des Français qui sont tous inquiets encore aujourd'hui, bien sûr, et c'est normal. Jean-Claude Delarue, vous pensez la même chose? Oui, tout à fait d'accord là-dessus, bien sûr. Je veux dire, il est clair que c'est une situation extraordinaire et terriblement tragique et qu'on a besoin de se mobiliser. Donc, effectivement, prolonger l'état d'urgence, nous sommes une bonne chose. Par ailleurs, il faut aussi appeler tous les Français à participer à leur niveau, à notre niveau, donc à cette prévention, cette lutte contre le terrorisme. Par exemple, informer immédiatement les pouvoirs publics et les services de sécurité dès qu'on a une information ou un doute grave sur ce qui peut se passer. Par exemple, puisque je m'occupe surtout des problèmes d'usagers et de transport, nous avons le 3117, qui est un numéro de téléphone spécial SNCF, qui permet d'alerter immédiatement les pouvoirs publics, la SNCF, les services de sécurité. Alors, l'état d'urgence? Mais écoutez, nous sommes au contraire très réservés, même contre, pour une raison simple, c'est que on ne sait pas exactement les tenants et les aboutissants de toute cette affaire. Je trouve tout à fait invraisemblable que trois jours après des événements aussi dramatiques, le président de la République convoque un congrès pour modifier la Constitution. On n'en est pas à la modification. Pour annoncer la modification de la Constitution. L'état d'urgence, ce n'est pas tout à fait ça. Pour annoncer la modification de la Constitution quand même. Je vous posais la question de la prolongation de l'état d'urgence. La prolongation de la... Écoutez, à 3 mois. Quand il y a des événements aussi dramatiques, et je suis comme tout le monde, hein, moi aussi j'étais extrêmement frappé, d'autant plus que j'habite à quelques centaines de mètres du Bataclan et que je connais 2 personnes qui sont décédées. Donc la peine, elle est partagée par tout le monde. Sauf qu'il faudrait un peu se poser les questions de savoir... L'enquête, elle n'est pas terminée, elle devrait commencer. Il faudrait savoir quels sont les tenants et les aboutissants de toutes ces questions, n'est-ce pas? Oui, mais ce n'est pas incompatible avec... Qui sont les commanditaires ultimes de ces opérations? On devrait se poser la question. Je trouve qu'actuellement, tout le monde fait comme si l'affaire était entendue. Il faut savoir quels sont les commanditaires ultimes de ces opérations, et on ne doit pas balancer d'un seul coup dans l'état d'urgence sans se poser la question de la responsabilité du gouvernement en matière de politique internationale. Vous êtes contre l'état d'urgence? La prolongation? Non, pour les écologistes, c'est une question très compliquée, hein, parce qu'on c'est pas tout à fait notre culture, et pourtant, dans la situation actuelle, aussi dramatique, aussi inédite en France. Hein. 130 morts dans des attentats aveugles en plein Paris. Il faut remonter très très loin dans l'histoire de France pour être confronté à une telle situation. Moi, la prolongation de l'état d'urgence, je la mets en parallèle ou en addition à une mobilisation sans précédent de l'ensemble des agents publics, de la sécurité, des forces de l'ordre, de l'armée, des hôpitaux, des services de santé, des services de secours, des enseignants, etc. Et je pense que ça va avec, c'est-à-dire cette mobilisation énorme des pouvoirs publics et de la fonction publique va avec des moyens qui, pour 3 mois, hein, et on est très très vigilant sur le côté temporaire et sur le côté vraiment extraordinaire, au sens où on sort un instant, on fait une parenthèse pour permettre notamment aux services de police de procéder à toutes les enquêtes, les perquisitions. Et notamment peut-être pour avoir les tenants et les aboutissants. Pour avoir les tenants et les aboutissants, si on veut avoir vraiment des choses extrêmement pointues et précises, il faut permettre de sortir un moment du droit habituel, mais un moment. Et on sera extrêmement vigilant sur le maintien pendant ces 3 mois des libertés individuelles et des libertés fondamentales, et qu'on n'entre pas dans une période indéfinie d'état d'exception. Une question un peu plus délicate. On a quand même l'impression, avec tout ce qui s'est passé à Paris et à Saint-Denis, que l'Île-de-France risque bien d'apparaître aux yeux des Français comme un repère idéal de djihadistes. Alors on a l'impression aussi que la radicalisation s'est accélérée ces derniers temps en Île-de-France. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi? Et est-ce que vraiment on peut dire que l'Île-de-France c'est un peu à part dans la communauté française en général? Je n'en sais rien. Il y a eu des attentats précédemment, Mera, etc., qui ont eu lieu dans d'autres régions que la région Île-de-France. Il est certain qu'en Île-de-France, il y a un certain nombre de cibles préférentielles. C'est plutôt ça que je dirais. Il est évident que les RER, que les transports en commun, que les grands magasins, etc., c'est quelque chose qui... Les cibles préférentielles ou des auteurs?
Il y a des cibles préférentielles, il y a des auteurs qui s'y trouvent également, mais certains sont passés par la Belgique, d'autres par d'autres pays, etc. Donc je ne voudrais surtout pas, comme on dit, stigmatiser des populations, notamment des populations de banlieue, dont l'immense majorité condamne évidemment totalement ces actes scandaleux. Est-ce que vous pensez, M. Asselineau, comme c'était une polémique la semaine dernière, est-ce que on doit se dire qu'après tout, il y a un peu de notre faute à tous dans le fait que ce soit dans ces petites ceintures et grandes ceintures que se soit développée une forme de radicalisation? Mais qu'il y ait une forme de radicalisation, c'est possible dans certains milieux. Mais encore une fois, je reviens sur le sujet fondamental. Qui est-ce qui est à l'origine de Daesh et de l'État islamique? Maintenant, ça commence à sortir de plus en plus. Je l'avais dit à l'émission On n'est pas couché. On sait que derrière, c'est l'Arabie Saoudite et le Qatar qui sont les alliés de l'Occident. On sait que derrière toutes ces affaires, il y a probablement des services d'information et des services secrets qui manipulent ces affaires. Dois-je rappeler que le 21 juillet dernier, 21 juillet 2014, excusez-moi, nous avons appris, ça a été relayé d'ailleurs par tous les grands médias français, que beaucoup d'attentats islamistes aux États-Unis avaient été en fait organisés par le FBI. Est-ce qu'on a le droit de le rappeler? Est-ce qu'on a le droit? Et d'ailleurs, je vais vous présenter ici. Non, mais attendez. Voici le journal Le Monde, voici Paris Match, voici France 24 qui avait relayé cette affaire, et vous avez l'organisation Human Rights Watch qui en avait parlé devant les médias. Alors, moi, je dis. Ma question peut se porter sur l'Île-de-France. Oui, mais attendez. Vous savez, on a quand même le droit de prendre un peu de hauteur de vue. Je ne dis pas que c'est nécessairement des services secrets. Je dis simplement que nous ne savons pas qui sont les commanditaires ultimes. J'invite les téléspectateurs à aller regarder. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est tous vos confrères, y compris France 24, qui ont fait état de cette étude qui a été faite par des universitaires américains. Il y a donc des manipulations qui sont possibles derrière. Donc il n'y a pas de radicalisation en Île-de-France, J'ai dit au contraire qu'il y avait sans doute une radicalisation, mais il y a aussi des gens qui servent d'idiot utile. Radicalisation, pas radicalisation, vous l'avez senti récemment, vous qui êtes la radicalisation, elle est évidente. Je pense que ça dépasse, on pourrait presque dire, hélas, ça dépasse très largement la question francilienne et la question des banlieues. Ce qui est très frappant quand on regarde un peu dans les centaines de jeunes qui sont partis en Syrie, qui sont parfois revenus, qu'on a empêchés de partir en Syrie, c'est l'extrême diversité de leur recrutement, entre guillemets, y compris avec des phénomènes de plusieurs centaines de jeunes qui n'ont aucune culture musulmane, qui ont un profil premier de la classe bien inséré dans des milieux bourgeois, parisiens ou d'ailleurs provinciaux, et qui sont extrêmement difficiles à repérer, qui sont généralement signalés par leur famille, qui sont dans un extrême désarroi. Vous diriez-vous qu'il n'y a pas de lien direct entre une certaine marginalisation économique et une radicalisation? C'était plutôt ce dont on avait l'impression intuitivement. Ça n'est pas forcément le cas, y compris un certain nombre de chercheurs ont montré tout récemment que dans les cohortes de jeunes qu'ils essayent de sortir de la radicalisation, c'est à peu près moitié-moitié entre différents types justement d'origine sociale, d'insertion ou de désinsertion, et que finalement ce qu'on repère souvent, c'est plutôt une forme de déclassement, c'est-à-dire de jeunes qui n'ont pas réussi à accrocher finalement l'entrée dans la vie active, l'entrée dans la vie et dans l'insertion sociale, mais qui ne venaient pas forcément de milieux désocialisés. Effectivement, différents types d'origines de parcours qui mènent donc au djihadisme, au terrorisme. Mais je ne suis pas un spécialiste, excusez-moi, la différence de M. Cerne et d'autres personnes ici, de vous, M. Asselineau, je ne suis pas un spécialiste de ces problèmes-là. Je crois qu'il faut effectivement faire confiance au pouvoir public pour mener ce combat contre le terrorisme, et il faut également qu'on ait plus de forces de sécurité, parce que ça, c'est une autre question qu'il faudrait poser également. Et d'autre part, enfin, faire en sorte que les citoyens se sentent mobilisés et participent à l'effort notamment de renseignement. Bon, donc, vous diriez-vous qu'il n'y a pas de spécificité de l'Île-de-France ou une lutte particulière, une attitude particulière adoptée avec l'Île-de-France? Vous ne croyez pas qu'elle soit assimilée Il y a plusieurs questions dans votre question en réalité. La première, c'est qu'il s'est passé quelque chose à Paris. Paris, c'est la capitale de la France, c'est une ville symbole extrêmement forte. Alors c'est un peu, on peut comprendre que ça a été une cible pour les terroristes, pour son caractère symbolique, et puis les quartiers choisis n'étaient pas non plus pris au hasard. Par ailleurs, vous posez la question de quel est le type
de jeunes qui sont recrutés. Évidemment que le terreau le plus fertile, il est parmi les jeunes qui sont en perte de repères de multiples façons. Et oui, précisément dans un certain nombre de banlieues franciliennes, il y a beaucoup de jeunes qui sont en perte de repères et qui sont des cibles favorites pour le recrutement des réseaux radicaux. Et donc il y a une radicalisation évidemment parmi ces jeunes-là, mais est-ce que c'est que l'Île-de-France ? Non. Non, c'est évidemment beaucoup d'autres quartiers dans d'autres villes de France. C'est à Bruxelles, comme vous avez pu le noter. C'est dans d'autres villes européennes. Ça existe aussi. Donc il s'est passé quelque chose en Île-de-France parce que c'est Paris la capitale, mais évidemment que ça se passe ailleurs aussi. On voit qu'ils sont très mobiles en fait. Moi, ça m'a beaucoup frappé. Ce côté. Ce que vous dites sur les deux recrutements est intéressant. Et c'est en train de plus en plus d'apparaître en fait. Et moi, j'ai été très très frappé. Ça prend en plus une résonance assez particulière, mais un de mes amis de lycée, donc d'il y a quand même un certain temps, très bien inséré dans la vie, franchement, tout ce qu'il y a de plus blanc, catholique, voilà, qui m'appelle en me demandant, il y a 3 semaines à peu près, en me disant que sa fille de 12 ans est en train de virer vers une radicalisation islamiste, alors que ce n'est pas du tout sa culture, et ils sont complètement perdus. Ils ne savent pas à qui s'adresser, ils ne savent pas comment faire, ils ne veulent pas que leur fille soit non plus complètement, soit mise assignée à résidence ou quoi que ce soit, mais ils sont complètement paumés. Et c'est frappant, c'est très frappant. L'âge, le milieu, etc. Donc je pense qu'il se joue quelque chose qui n'est pas que de la radicalisation islamiste. Il y a ça aussi, mais il n'y a pas que ça. Alors, autre question plus générale sur l'Île-de-France, souvent on a l'impression qu'il n'y a pas d'identité francilienne. On a l'impression qu'il y a Paris et puis certains départements qui restent séparés, dont les uns sont des départements très difficiles, d'autres au contraire très paisibles. Alors, est-ce qu'il y a une identité francilienne? Est-ce que vous la sentez, Jean-Claude Delarue? Écoutez, qu'il y ait des problèmes communs à l'ensemble des Franciliens, c'est évident. Qu'il y ait une identité commune, c'est pas tout à fait évident. Quand je vois par exemple que la Grande Couronne, plus de 5 millions de personnes, plus de 5 millions de Franciliens, est quand même en grande partie à l'écart des grands projets d'organisation de l'Île-de-France, c'est vrai en particulier pour les transports. Vous avez un projet comme le Grand Paris Express, 30 milliards d'euros quand même, qui ignore totalement donc, la Grande Couronne. Donc il y a vraiment des problèmes spécifiques qui font que c'est pas la même chose. Mais on sent, est-ce que vous, alors qui êtes au Conseil régional depuis longtemps, est-ce que vous sentez une identité Île-de-France, francilienne? On dit les franciliens, mais on ne dit pas l'identité francilienne. Alors, c'est sûr que c'est une région, comme c'est une région aussi pour beaucoup de franciliens sont de passage en Île-de-France. C'est-à-dire c'est des gens qui sont venus trouver un travail, faire leurs études, des jeunes, voilà, et qui sont pour certains, qui savent qu'ils ne vont pas rester forcément très longtemps. Donc c'est une identité en construction, une identité qui peut être une identité temporaire, mais moi j'ai senti un besoin malgré tout de vivre quelque chose ensemble en Île-de-France. Et ce sentiment de la Grande Couronne, que moi j'ai voulu en tant que vice-président passer plus de temps en Grande Couronne que dans tout le reste de la région, justement parce que j'avais bien senti ce sentiment quelque part de relégation ou d'être des franciliens un peu de seconde zone. Et le fait de se sentir francilien de seconde zone dit en creux le besoin d'avoir justement une sorte de traitement commun et de vie commune, de destin commun francilien. C'est votre sentiment, M. Asselineau ? Oui, je crois que ça, si vous me le permettez, il faudrait un petit peu élever le débat sur la question des régions. Nous essayons d'élever, mais la question des régions, la question des régions, elles ont été créées en 1972. Et ce sont des collectivités territoriales depuis 1982. Si on remonte à l'Ancien Régime, il y avait des provinces. Les provinces ont été supprimées par la Révolution française le 15 janvier 1790. Et pourquoi elles ont été supprimées? Pour assurer l'égalité des Français et des territoires. Et vous savez quand est-ce qu'elles ont été recréées sous forme de régions? En 1941 par le maréchal Pétain, d'une part par idéologie maurassienne et d'autre part à la demande des Allemands qui voulaient diviser le peuple français. Voilà. Donc la question qui se pose... Est-ce que ça veut dire que l'Île-de-France, justement, à cause de ça, à cause de Vichy et des Allemands, n'a pas d'identité? Ça veut dire en tout cas que nous sommes dans des élections qui ne sont pas uniquement pour l'Île-de-France, qui sont des élections nationales. Et qu'il ne vous a sans doute pas échappé, Michel Cotta, qu'il y a dans beaucoup de régions
des fusions de régions qui sont tombées du ciel sans que les Français n'aient rien demandé. Par exemple, le Bourgogne-Franche-Comté, qui d'ailleurs était le périmètre... C'est pas le cas d'Île-de-France, François. Non, mais j'ai peut-être le droit. Je pense, vous savez, les Français nous écoutent. Ils ne sont pas uniquement intéressés par l'Île-de-France. Ils s'intéressent en réalité à la politique nationale. D'ailleurs, je vais vous dire un secret. Je vous rappelle, nous sommes sur une chaîne d'Île-de-France. Oui, d'accord, mais j'ai quand même... On a quand Oui, même mais le droit de parler de je vous la en prie, France. je vous en prie. Oui, On va peut-être parler... Non, mais je sais bien que certains voudraient... Écoutez, le soir du... Non, il y a une identité ou il n'y a pas d'identité francilienne? Vous voulez être conseiller régional quand même. Oui, mais je vais être conseiller régional, mais je suis également français et j'estime que nous devons profiter des élections régionales dans toute la France pour expliquer aux Français ce qui se passe, notamment avec le découpage des régions. Mais si vous considérez que c'est un sujet subalterne, eh bien j'en prends acte. Je veux dire, qui ne concerne pas l'Île-de-France en tout cas, Monsieur Delarue. Oui, non, mais je crois qu'il ne faut pas confondre les élections nationales et les élections régionales. Il y a des problèmes spécifiques à chacune des régions. Nous en avons, on va faire la liste, je pense, dans quelques secondes. Ce n'est pas le moment de préparer, par exemple, l'élection présidentielle, les élections législatives de 2017. Nous sommes en 2015 pour une élection régionale sur des problèmes régionaux. Je ne suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit parce que le dimanche 6 décembre à 20h15, plus aucun journaliste, dans aucun média ne parlera des programmes régionaux. Les gens tireront les analyses au niveau national en disant est-ce que le Parti socialiste a fait quel score ou quel score. Voilà. Pardonnez-moi, mais c'est vrai qu'on essaye ici et aujourd'hui de parler des problèmes d'Île-de-France. Et alors, là, carrément, on va rentrer dans le problème de la sécurité. Là, pour le coup, ça dérive de ce qu'on vient de dire. Mais je voulais savoir comment est-ce que... D'abord, vous imaginez qu'on puisse renforcer la sécurité, comment, avec qui, et deuxièmement, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on rend compatible la sécurité avec l'autorisation de tous les cultes de se pratiquer. Alors, sécurité, qu'est-ce qu'il faut pour renforcer la sécurité en Île-de-France? Monsieur Delarue, on annonce bien sûr des policiers. Le président de la République oui, c'est quand même annoncé, essentiel parce qu'il y a quand même beaucoup de postes, de jobs policiers qui ont été supprimés pendant le quinquennat précédent. Ils n'ont pas été reconstitués depuis. Il y a donc vraiment, et notamment dans un certain nombre de départements, je reviens à la Grande Couronne, je suis candidat par exemple en Seine-et-Marne. En Seine-et-Marne, on manque dramatiquement de policiers. L'autre jour, quand il y a eu des agressions qui ne sont pas terroristes, des agressions contre des conducteurs de bus à Melun, il a fallu que ce soit des policiers de Créteil qui viennent suppléer, enfin, qui viennent au secours, si vous voulez. Donc je crois que vraiment c'est un point essentiel. On ne peut pas passer sous silence le fait qu'on n'a pas assez de policiers et de gendarmes. Et par ailleurs, effectivement, on se pose des questions nationales sur lesquelles je ne suis pas très compétent, et je vais juste dire une phrase, c'est qu'il faut peut-être effectivement créer une garde nationale à partir de réserves, peut-être renforcer ces réserves à partir d'un service militaire au moins partiel, de manière à permettre aux forces de police et aux forces militaires spécialisées de faire la chasse aux terroristes. Et pendant ce temps-là, cette garde nationale peut faire des gardes statiques, garder M. Houellebecq dans tel quartier, garder des synagogues, des écoles ailleurs. C'est ça l'essentiel. Alors, spécifiquement dans l'Île-de-France, comment est-ce que vous concevez? Est-ce qu'il faut des services de sécurité plus proches des... Clairement, des gens c'est quelque chose qu'on dit, nous, depuis longtemps. C'est-à-dire que la présence humaine est quand même l'élément clé. On l'a vu là et on le verra de plus en plus, à la fois pour sécuriser les endroits et puis pour intervenir au plus près des événements quand ils se passent. De ce point de vue-là, la police de proximité. Alors, police de proximité, nécessaire. Effectif de sécurité, effectif aussi qu'on avait déjà renforcé. Et alors, je me félicite encore plus qu'on ait fait voter juste il y a quelques semaines les nouveaux contrats entre le syndicat des transports d'Île-de-France et la SNCF et la RATP, où on prévoit plusieurs centaines d'embauches supplémentaires à la SUGE et au GPSR, qui sont les services de sécurité internes à la RATP et à la SNCF, qui vont pouvoir, du coup, ces embauches vont pouvoir être anticipées là, dans les semaines qui viennent, alors que beaucoup nous poussaient à reporter le vote de ces contrats. En tout cas, cette présence humaine, elle est cruciale, essentielle. Et quand j'entends beaucoup qui expliquent dans cette campagne des régionales qu'il faudrait sabrer dans les effectifs pour faire des économies de fonctionnement, je pense que c'est une erreur monumentale. Monsieur Asselineau ? Après chaque attentat, on en a eu terrible le 16 janvier dernier, rappelez-vous. On a le même discours, c'est-à-dire qu'il faut augmenter les effectifs de sécurité. Moi, je répondrais qu'il y a deux obstacles à ça. Le premier obstacle, c'est les problèmes budgétaires. Je rappelle que sous les contraintes européennes,
Oui, vous mettrez le pacte budgétaire avant, mais pourtant debout la France, ce n'est pas forcément européen. Non, sous les contraintes, je ne suis pas debout la France, sous les contraintes européennes, vous savez que l'État a diminué de 30% la dotation globale de fonctionnement à toutes les collectivités territoriales. Autrement dit, tous les programmes qui sont annoncés par les partis politiques, qui consistent en gros à dire on va augmenter ci, on va augmenter ça, en fait sont inapplicables puisqu'on va vers au contraire des réductions budgétaires. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point... de sécurité avant le pacte de stabilité, stabilité avant sécurité. Non, mais attendez, le deuxième point, c'est que, par ailleurs, nous sommes comme si on avait une fuite d'eau et on se pose la question de savoir quelle bassine on va mettre alors qu'on ne s'intéresse pas à la fuite d'eau. L'origine de ces attentats, semble-t-il, d'après ce qui est dit, et encore une fois, on ne connaît pas les commanditaires ultimes, mais l'origine de ces attentats, ça se situerait avec ce prétendu État islamique. Nous avons les moyens, en espace d'une semaine, de couper toutes les ressources de l'État islamique. Il faudrait tout simplement que la Turquie, qui est le premier allié des États-Unis, arrête d'acheter... Tout simplement, comme vous dites. Arrête, oui, il faudrait que... Oui, tout simplement. Enfin, c'est pas simple, c'est pas aussi simple que ça. Mais attendez, je ne sais pas pourquoi vous êtes spécialement ironique à chaque fois que je parle. Ce que je dis a du sens. Oui, l'État islamique tire ses ressources de qui? Oui, tire ses ressources de la vente du pétrole par l'intermédiaire de la Turquie, qui est le premier allié des États-Unis dans la région et qui fait partie de l'OTAN. Il faut donc demander des comptes à la Turquie. Et par ailleurs, l'État islamique tire... Par ailleurs, l'État islamique tire ses ressources de la vente, de la vente du pillage des musées qui sont vendus à des Occidentaux. Ça n'est pas moi qui le dis, c'est l'UNESCO. Qu'est-ce que est allé faire le président de la République en Arabie Saoudite et au Qatar? Ce sont ceux qui financent justement l'État islamique. Donc la première chose à faire, si c'est un État qui est enclavé dans des terres qui, voilà, ils n'ont pas de débouché sur la mer. Donc la première chose à faire, c'est déjà de s'attaquer à ce prétendu État islamique, qui sont des bandes d'assassins au milieu du désert, et de leur couper les vivres et de leur couper l'approvisionnement en armement. Absolument. Île-de-France, sécurité. Oui, on va essayer de rester sur le champ de compétences du Conseil régional, qui malheureusement ne peut pas faire tout ce que vous proposez. Oui, je crois que le Conseil régional aura pour mission principale d'accompagner et de renforcer les dispositifs qui aujourd'hui sont envisagés pour renforcer la sécurité des Franciliens. On a une compétence force et les transports. C'est donc dans les transports qu'il faut évidemment déployer les moyens humains nécessaires pour renforcer la sécurité des Franciliens dans leur quotidien, puisqu'on sait que les transports, c'est une cible importante à sécuriser de manière rapide. Et puis, le Conseil régional peut aussi contribuer à équiper, à doter toutes les forces de sécurité dans les équipements qui leur manquent. Et puis, oui, je pense effectivement qu'il va falloir trouver une solution pour mobiliser tout le monde dans l'attention à avoir et la sécurité à développer, parce que ce n'est pas que le travail des forces de sécurité, il est essentiel, mais c'est aussi le travail de chacun d'entre nous de retrouver une forme d'implication dans la vie civile. Et là, je rejoins votre proposition, François Bayrou l'avait faite aussi, d'une garde nationale. Donc il y a un service national à recréer en France qui a disparu malheureusement. Si vous voulez bien, nous nous interrompons quelques instants. Nous retrouvons ce débat après quelques minutes de publicité.